Bonjour, je suis Nathalie Blanc, directrice du Centre des politiques de la Terre et géographe. Comme vous le savez sans doute, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, le Centre des politiques de la Terre est une initiative interdisciplinaire de l'Université Paris-Cité et nous avons à cœur, lors de nos séminaires, de réunir des collègues qui sont à la fois des sciences de la vie et de la Terre et des sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de réunir deux collègues, l'un en provenance de l'Université de Montréal, Alexandre Campo-Vallée, qui va nous présenter son travail sur les chutes du Niagara, et Emeline Bailly, qui est responsable de recherche au Centre scientifique et technique du bâtiment à Paris, et qui va nous présenter son travail sur l'île Saint-Denis et l'adaptation de l'aménagement de cette île au changement climatique. Donc, dans les deux cas, pour souligner ce qui réunit ces deux présentations, nous avons ce que j'ai appelé un trouble dans la perception, pour employer le mot de Judith Butler, hein. C'est-à-dire que non seulement la question écologique ou environnementale modifie nos conditions de vie, modifie nos environnements et leur pollution et leur biodiversité et leur température, mais elle modifie également et très profondément la perception qu'on peut avoir de ces environnements, que ce soit des sites emblématiques comme les chutes du Niagara, taxés de sauvages comme vous le montrera Alexandre Campo-Vallée, ou des sites comme l'île Saint-Denis, qui était un repère de la peinture impressionniste dès le 19e siècle. Donc, j'insiste sur cette dimension perceptive et de trouble dans la perception, parce que souvent, le débat fait place à la manière dont, effectivement, cette question environnementale trouble nos conditions de vie, mais il est peu fait place à la manière dont ça modifie totalement la perception de nos environnements, que ce soit sur le plan climatique, de la biodiversité ou plus globalement de la place qu'on peut avoir dans ce monde. Donc, on reviendra sur ces éléments dans la discussion après les deux présentations. Je vais tout de suite céder la parole à Alexandre Campo-Vallée, donc pour Niagara Falls, le trouble dans l'idylle, et qui lui-même. Alors, il y a un mot que j'ai oublié de dire, c'est que Alexandre fait une thèse en recherche-création à l'Université de Montréal, mais d'abord, il est photographe, ce qui lui donne une saisie de la photographie et de l'image, à la fois sur le plan sensible, technique et académique et intellectuel, tout à fait singulière et qui va nous permettre de saisir cette question de Niagara Falls autrement. La parole est à toi. Bonjour. Bonjour à tout le monde qui est ici présent physiquement et à ceux qui nous suivent en ligne. Donc, sans plus tarder, je vous plonge dans l'univers d'où j'étais il y a quelques semaines de cela, c'est-à-dire dans une de mes nombreuses visites à Niagara Falls. En décembre dernier, le premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, a dévoilé le Destination Niagara, un ambitieux plan de relance économique créé dans la foulée des hostilités politico-économiques avec les États-Unis. En injectant 3 milliards de dollars dans la région de Niagara, ce plan ambitionne de faire passer le nombre de visiteurs annuels de 13 à 26 millions. Le sous-titre du plan, Mettre en valeur le potentiel du terrain de jeu qui est l'Ontario, n'est pas anodin, car au cœur des stratégies se retrouve le développement d'attractions touristiques, dont de nouveaux casinos, pour faire de Niagara Falls le Las Vegas du Nord. Niagara Falls possède déjà deux casinos, le premier ouvert en 1996, qui s'intègre relativement bien à la morphologie urbaine du secteur des attractions touristiques qui est nommé Clifton Hill. Et le deuxième qui s'est installé au début des années 2000 sur un grand terrain gazonné situé à quelques dizaines de mètres des chutes que l'on voit à peine à gauche de l'image. Et en voici le chantier.
Alors qu'on se questionne aujourd'hui sur la limite des écosystèmes et des infrastructures à absorber davantage de pression anthropique, on peut parler à Niagara Falls de, et je cite l'intitulé de la conférence du séminaire d'aujourd'hui, de l'inadéquation croissante entre les cadres construits et la réalité du vivant. Le résultat à Niagara Falls pour ce casino forme un complexe commercial et hôtelier de 230 000 mètres carrés complètement fermé sur lui-même. La présence des chutes semble justifier une telle infrastructure. Mais étrangement, la relation que ce complexe entretient avec les chutes est totalement anxiogène. Sauf évidemment pour celles et ceux qui louent une chambre avec une vue sur les chutes, une vue privilégiée, une vue privatisée. Comme il est aujourd'hui question des environnements sensibles, je voulais débuter par un contre-exemple, un des pires projets d'intégration territoriale qui s'est fait récemment à Niagara Falls. D'ailleurs, on serait porté d'emblée à croire que la huitième merveille du monde, surtout avec les volontés politiques actuelles, exacerbe le passé et le fossé conceptuel entre nature et culture. Ce serait avoir une vision très pessimiste et probablement très réaliste aussi. C'est pour cette raison que je souhaite apporter une autre lecture du lieu, en suggérant notamment que Niagara Falls est un miroir de nos enchevêtrements avec nos environnements et que la photographie, comme dispositif de cadrage et d'interprétation des formes environnementales, a le pouvoir, a le potentiel d'agencer ces formes pour en proposer une lecture plus sensible. En cohérence avec le thème de la journée, je propose donc d'aborder la question de la mise à l'épreuve des infrastructures avec l'exemple de Niagara Falls. L'idée est d'explorer comment l'art peut proposer des nouveaux modes de perception et de représentation de nos environnements. Je commence par vous parler un peu de cette photo qui suggère des pistes de réflexion sur la question des enchevêtrements, pour déconstruire cette idée farfelue mais persistante dans ce dualisme nature-culture. Ah, le support n'est pas partagé. Euh, Nicolas, le support n'est pas partagé. Ah oui. Ouais, c'est bizarre, est-ce que tu On peux va, on réessayer, va. est-ce que tu peux réessayer, Alexandre, de le Euh, partager? Ah, je semble que le les- vois aussi. Moi, Je je le le vois vois. aussi. Il y a des gens qui réagissent en disant qu'ils le voient. D'accord. Donc, moi aussi, je le vois. Ok, moi Est-ce aussi que je le tu peux vois. réessayer juste de le partager, départager Ah, ok, pardon, dit la personne. Ah, voilà. Elle a probablement. c'est Donc, juste- très bien, on continue. Désolé, Alexandre. Aucun problème. Toujours peur des erreurs techniques. Et merci au chat. Donc, dans cette photo, que certains ont eu l'occasion de voir plus que d'autres, je suggère comme je le disais, de déconstruire cette idée-là de clivage nature-culture en proposant plutôt des enchevêtrements. Donc, on voit ici une vue des gorges prise depuis un observatoire, prise depuis la tour qui sert de support aux tyroliennes, dont on voit les quatre câbles. Donc, la tyrolienne est une attraction populaire à Niagara Falls qui permet de projeter son corps vers la chute principale. La présence de ces câbles, pour moi, rappelle les lignes à haute tension qui sillonnent le secteur. Et le point de fuite ici, qui mène à la base des câbles, donne sur l'atterrissage de la tyrolienne qui est située contre une ruine hydroélectrique. On voit aussi la tour d'observation Skyline Tower en haut à droite et le bateau touristique en bas à gauche de la scène. D'ailleurs, je vais tasser mon curseur. Mais on voit ici le bateau touristique en bas à gauche. C'est des formes qui sont désormais indissociables du paysage des chutes. Avant d'aller plus loin, je veux quand même, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visiter ce lieu aussi étrange que fascinant de Niagara Falls, de vous situer un petit peu dans l'espace. Donc, on est au sud-est du Canada, entre les lacs Ontario et Erie, à 7 heures de route au nord de la ville de New York et à la même distance au sud de Montréal. Niagara Falls se trouve sur la frontière canado-états-unienne, à 1h30 de route de Toronto et à 30 minutes de Buffalo. Je parle de route parce que le train n'est pas très pratique dans certains secteurs. Ce que l'on nomme Niagara Falls, c'est un ensemble de trois chutes. En fait, soit American Falls, qu'on voit ici en haut à gauche, qui est situé du côté états-unien, la petite Bridavale Fall, qui est aussi du même côté, et la grande Horseshoe Falls à cheval sur la frontière. Niagara Falls, c'est donc un ensemble de chutes situées sur la rivière éponyme, mais aussi une ville états-unienne de 50 000 habitants qui fait face à sa voisine ontarienne qui en possède pratiquement le double. Les deux villes sont reliées par le pont Rainbow Bridge qu'on voit en haut à gauche. Et j'attire aussi votre attention sur une structure en haut à droite de l'image qui est le International Control Dam.
Durant 12 000 ans, plusieurs peuples autochtones furent présents dans le secteur, dont les Iroquois et la Nation des Neutres. Leur dynamisme et leur dynamique relationnelle avec l'environnement étaient nettement moins invasives que celle des colons. D'ailleurs, on est en droit de se demander de quoi va avoir l'air ce lieu dans 12 000 ans si on continue à lui offrir notre présence. J'attire votre attention sur cette toile réalisée en 1766 par un soldat, peintre et topographe anglais, Thomas Davy. Dans cette œuvre, la présence de personnages en bas de la scène peut être interprétée de différentes manières. J'en propose quelques pistes de réflexion. Cette présence sert notamment à donner l'échelle, à exposer la grandeur des chutes face à l'être humain. Mais cette présence peut aussi être symbolique, par exemple en véhiculant le mythe du bon sauvage lié à un wilderness en processus de conquête. Pour la professeure d'art canadien Louise Vigneault, ces personnages pourraient servir d'intermédiaires entre les pionniers et le territoire afin de fournir un ancrage au sentiment d'appartenance au continent. Cette mise en scène d'un personnage en bas à droite, en bas à gauche des cadrages, est récurrente dans l'iconographie des chutes et nous invite à réfléchir à notre propre posture vis-à-vis de cet environnement et, par extension, au rapport que l'on entretient de manière plus générale avec nos environnements. D'ailleurs, la première représentation visuelle des chutes est une gravure réalisée d'après le témoignage du missionnaire, le frère Louis Hennepin, en 1698. En bas à gauche des chutes, lesquelles sont représentées nettement plus grandes et géologiquement imprécises, se retrouvent les colons dans l'espace liminal entre les territoires conquis et la nature sauvage indomptée. Leur posture suggère une relation face aux chutes marquée par l'effroi, la stupéfaction, des gestes qui semblent traduire que certains se retrouvent à la limite du supportable de cette sublime et terrifiante nature. Et quand quelque chose semble dépasser l'entendement humain, le réflexe habituel est de développer des dispositifs de contrôle et de consommation. En 1840, le touriste et chimiste anglais Hugh Lee Pattison crée ce qui s'avérera devenir la première photo prise au Canada, la première photo du Canada, avant que le Canada se nomme ainsi. L'arrivée de la caméra, ce nouveau dispositif d'agencement d'appropriation et de contrôle territorial, mais aussi de diffusion de masse, ne se fait pas sans impact. C'est le début d'un incessant processus d'émulation qui va faire de Niagara Falls un des lieux les plus photographiés au monde, et corollairement, un lieu aménagé pour y être photographié, pour s'y faire photographier. Depuis le milieu du 19e siècle, Niagara Falls va vivre par et pour l'image, ce qui accélère la venue de dispositifs d'appréciation de la nature sauvage. Si je me rapproche de l'image, dans une version qui a été nettoyée, entre guillemets, par des internautes et retournée, parce qu'un daguerréotype est une image inversée, on peut observer en bas à droite une requin figure. En histoire de l'art, la requin figure, c'est un motif d'une figure représentée de dos face à une nature sauvage. C'est fort probablement le photographe se photographiant lui-même pendant la longue durée d'exposition nécessaire à créer le daguerréotype. Cette silhouette forme une saillance, soit l'émergence d'une figure sur un fond. Et ce fond, ce sont les chutes, qui déjà ne sont plus à l'avant-plan. Comme le souligne Elizabeth Mackenzie à propos des premiers portraits devant les chutes, je la cite, « C'est le touriste qui est le sujet, ce ne sont pas les chutes. » Comme les autres présences humaines dans les premières interprétations visuelles des chutes, les éléments anthropiques forment des saillances qui, tranquillement, s'imposent de plus en plus dans le paysage des chutes. J'appelle ces saillances des troubles dans l'idylle, des présences anthropiques qui agissent comme éléments perturbateurs à l'idée de wilderness, de nature sauvage, à l'idée conçue. Ces éléments perturbent, mais font intégralement partie de l'environnement. Par exemple, dans cette photo, on voit sur la crête des chutes, en haut à gauche, la Terrapin Tower, la première tour d'observation des chutes. Et à droite, contre la falaise, la structure de l'escalier touristique d'accès à la base des chutes qui permet d'accéder visuellement et physiquement en haut, en bas et derrière les chutes. Le chercheur Patrick McGravy rappelle que le paysage de Niagara Falls est une accumulation, qui a toujours été perçu par les visiteurs comme un texte à interpréter. Avec l'industrialisation du pays, il va s'opérer un glissement du sentiment du sublime, dont l'origine puise sa source dans les forces naturelles, vers un sentiment du sublime mu par des prouesses technologiques, anthropiques, un sublime technologique. À partir du 19e siècle, la lutte pour capter la puissance esthétique et énergétique de Niagara Falls s'initie. La construction du canal de Welland, qui lie les lacs Erie et Ontario, en 1829, puis le premier pont ferroviaire suspendu au monde, en 1855, permet de contourner et maîtriser les contraintes territoriales imposées par la gorge des chutes au profit d'une fluidité des marchandises et des circulations.
l'entreprise de contrôle des chutes s'accélère. Puis, navré par le gaspillage que représente l'inutilisation de la puissance énergétique des chutes, je dis gaspillage, ce ne sont pas mes mots évidemment, c'est le mot des promoteurs et des ingénieurs qui déploient les premières centrales hydroélectriques au monde. Les infrastructures industrielles vont désormais cohabiter dans l'environnement des chutes avec les dispositifs touristiques. Tout le monde veut s'approprier et contrôler cette merveille naturelle. Niagara Falls va devenir un haut lieu du tourisme de masse, de la culture populaire, la capitale du voyage de noces, avec ses manifestations paysagères que sont les aménagements routiers et les motels, marquant le tout à l'auto qui caractérise l'après-guerre. Les chutes vont être accessibles depuis la fenêtre de sa voiture ou depuis les dispositifs d'appréciation de la nature qui permettent de voir les chutes d'en haut, d'en bas, d'en dessous ou de derrière. On le voit bien avec cette assiette décorative qui présente Niagara Falls non pas comme une merveille sauvage, mais comme une chute impressionnante qui s'apprécie en fonction d'un bateau touristique, depuis un bateau touristique, qui met en scène le bateau touristique, le pont, les observatoires et autres infrastructures. Aujourd'hui, presque tous les éléments du site, qu'ils soient minéraux, hydriques ou végétaux, sont façonnés et contrôlés par la main humaine. Le lit de la rivière et la ligne de crête doivent leur forme actuelle à une succession de dynamitage et de bétonnage. Le débit des chutes est régulé quotidiennement par l'International Control Dam, dont je vous avais parlé tout à l'heure, et qu'on voit ici en haut à gauche de la photo. Situé en amont de Horseshoe Falls, ce barrage détourne environ 2 tiers de la rivière Niagara à des fins hydroélectriques, offrant le début diurne plus abondant, le tourist water, alors que l'eau de la chute nocturne est atténuée au profit des barrages en aval. Ici, c'est une photographie que j'ai prise depuis une tour hôtelière où on voit le dessus du stationnement du casino et les chutes qui semblent coincées entre des infrastructures industrielles dont on voit la trace à droite et les multiples modes de contrôle de l'eau et de l'érosion. Le rideau d'eau est éclairé chaque soir depuis un siècle et la végétation est systématiquement taillée pour ne pas obstruer les vues. À Niagara Falls, partout où il se pose, le regard trouve un environnement profondément transformé. Contrairement aux icônes du wilderness que sont Yosemite en Californie ou par exemple Banff dans les Rocheuses canadiennes, la nature sauvage à Niagara Falls est naturalisée par ces différents dispositifs d'appréciation de la nature. Mais qu'est-ce qui est plus réaliste de notre époque? Des espaces reclus, jugés esthétiquement supérieurs et figés sous une cloche de verre nommée wilderness, ou ce type d'espace dans lequel la violence anthropique a, à tout le moins, le mérite d'être explicite? Je pose la question, je n'ai pas encore de réponse. Comme on le voit sur cette photo prise en plongée depuis l'observatoire longeant la gorge des chutes, les touristes, tout comme les dispositifs, font partie de l'environnement des chutes. Les imperméables jetables remis rituellement à chaque visiteur font de ces derniers autant de petits pixels de plastique qui s'enchevêtrent à l'environnement et finissent par devenir indissociables des paysages. Ils deviennent des métaphores de ce que le philosophe Timothy Morton nomme des hyper-objets. Ces entités spatio-temporelles qui collent aux êtres et interagissent avec eux, ces fragments qui défient le temps comme des résidus nucléaires ou les polymères invisibles à l'œil. Ces mêmes polymères, par exemple, qui sont laissés par l'usure des souliers des randonneurs dans les sentiers reclus classés wilderness. Ce que montre cette photo, en fait, c'est qu'en étant plus présents, les troubles dans l'idylle, les saillances anthropiques de Niagara Falls offrent de manière probante des réflexions sur la dynamique entre les infrastructures, les usagers et leur environnement. À cet égard, j'ai réalisé 2 petites enquêtes à l'endroit de 2 saillances anthropiques qui ont attiré mon attention. Cette photo est une photo de Brandon Condron que j'aime beaucoup. C'est 2 visiteurs à Niagara Falls qui regardent via un Viewmaster des photographies de Niagara Falls dans une boutique souvenir. Voici mes exemples. Donc, en traversant le pont international Rainbow Bridge qui surplombe la rivière Niagara, j'ai remarqué une chute miniature qui sortait de la falaise. On la voit en bas à gauche. Je l'ai photographiée, je l'ai identifiée comme la 4e chute de Niagara en me demandant ce que pouvait bien être ce truc. En fouillant dans les blogs et les discussions en ligne, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à me poser cette question et j'ai trouvé sur Reddit qu'il s'agissait d'un exutoire d'égout. J'ai alors initié des recherches sur les fonctionnements des systèmes d'égout et de leur dynamique de rejet dans les cours d'eau limitrophes. J'ai ensuite consulté les statistiques de déversement d'égouts pour la région de Niagara, les lois sur la qualité de l'eau et les autorisations de décharge dans les 2 côtés de la frontière.
Mes recherches m'ont amené vers l'actualité, ce qui m'a permis de me rendre compte que les déversements entretenaient des tensions politiques et posaient problème durant la saison touristique, car les bateaux touristiques se retrouvaient littéralement dans la merde. Je suis retourné sur place, sur le pont Rainbow Bridge, entre le Canada et les États-Unis, et j'ai attendu que le bateau touristique Maid of the Mist passe devant l'exutoire que j'ai photographié alors que le moment précis où le siège du bateau fusionne avec les remous de l'égout. Et j'avais de la chance, c'était aussi pendant que le bateau se faisait nettoyer. Je ne sais pas s'il se faisait nettoyer avec l'eau de la rivière Niagara ou avec une eau qui avait été préalablement traitée. L'histoire ne le dit pas. Mon deuxième exemple est de facture légèrement différente. Il s'agit de la Casino Tower, une étrange tour qui est observable depuis pratiquement tout le secteur de Niagara Falls, tant au Canada qu'aux États-Unis. Cette tour est pour moi une source de fascination permanente. Cette tour fut érigée en 1964 à la même époque que la Seagram Tower à Niagara Falls ou que la Skyline Tower qu'on a vu plus tôt, pardon. Construite sur le site de la Oneida Silversmith Factory, la tour témoigne des étroites relations entre tourisme et industrie à Niagara Falls. Sa structure en treillis d'acier ajouré rappelle les pylônes électriques qui ponctuent le secteur. En arborant le nom de Kodak Tower dans les années 80, la tour cristallisait du même coup un rituel touristique névralgique, soit celui d'observer les chutes depuis un dispositif d'observation, dans ce cas-ci la tour, à travers un dispositif d'observation, la caméra. Cela à une époque où il se serait vendu à Niagara Falls plus de pellicules photos que partout ailleurs dans le monde, selon ce que la légende le dit. Au début des années 90, le parc d'attractions fait place à un casino. La tour, devenue désuète et dangereuse, est fermée au public avant de se vêtir de panneaux blancs jugés plus prestigieux pour l'arrivée du casino. Depuis, la fonction de la structure se résume à supporter les lettres CASINO. Aujourd'hui, la plus haute semi-ruine, parce qu'elle sert quand même d'affiche publicitaire, est indissociable du paysage de Clifton Hill dans lequel on voit son intégration ici. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 ans. Entre à droite le Selfie Studio, un endroit où on paie pour se prendre en photo soi-même, et la maison à l'envers. Et juste devant un labyrinthe de miroirs. La tour, pour moi, agit comme un memento mori, un monument funéraire à la photographie argentique et au passé industriel de Niagara Falls, tout comme aux ruines de projets hôteliers que l'on retrouve près des chutes. Cette tour rappelle aussi la monétisation outrancière des vues vers les chutes. On la voit ici depuis le Oak Garden, dans une carte postale ancienne, et dans une photo plus récente que je n'ai pas prise, mais qui donne une idée de ce à quoi la tour ressemblerait aujourd'hui avec les premières fleurs printanières. Dans cette scène, on voit la tour, mais la tour ne jure pas. Elle s'intègre au contraire particulièrement bien à l'environnement dystopique du secteur de Clifton Hill. Cela soulève foncièrement et fondamentalement la question de la valeur que l'on donne aux infrastructures, des valeurs qui ne sont pas universelles et qui ne sont pas objectives et qui posent des questions de la patrimonialisation des infrastructures. À ce titre, et pour le plaisir de soulever des réflexions, voici 2 structures d'acier à ossature apparente très différentes. Donc, on a à gauche la croix du Mont-Royal que j'ai photographiée durant une randonnée et une autre photo à droite qui n'est pas de la mienne et qui se passe de présentation. Ce sont 2 saillances visuelles, 2 structures emblématiques pour leurs villes respectives, mais qui aujourd'hui n'évoquent pas forcément l'idée de trouble dans l'idylle, et ce, même si leur intégration à l'environnement pourrait être discutée. Fin de la parenthèse, je reviens à la fameuse Casino Tower, vue ici depuis un bateau touristique, donc vue depuis un autre dispositif d'observation des chutes. Cadrée ainsi, la tour semble émerger du wilderness, mais elle se trouve en tension avec mon imperméable jetable qui s'est invité dans la scène. Cette photo est prise depuis la tour d'observation des chutes du côté états-unien. On a ici à gauche la jumelle panoramique qui, une fois retournée, nous permet de profiter de son caractère anthropomorphique. La jumelle panoramique observe un touriste qui photographie les chutes et dont le dispositif de photographie portable, dont nous possédons tous un exemplaire dans notre poche, s'intègre magnifiquement aux tours qui permettent aussi d'observer les tours. La pupille de l'oculaire, on voit ici à gauche, eh bien, elle fait un clin d'œil à la Kodak Tower en la regardant de loin, qui, elle, n'observe plus rien. Donc, j'ai passé quand même une demi-heure à essayer de trouver l'angle idéal pour que la Casino Tower apparaisse comme je la vois, c'est-à-dire
dans multiples reflets, multiples apparitions. En me promenant dans le secteur de Clifton Hill, je vous présente une photo, une capture d'écran Google Maps. Je me suis retrouvé entre la maison hantée Nightmares et la fameuse Casino Tower. Et entre les deux, il y avait un abribus. Un abribus, pour moi, c'est toujours une occasion de représenter, de reproduire un dispositif de mise en dialogue de mon environnement. Donc, je suis retourné la nuit pour utiliser l'abribus pour faire refléter ce que je voyais devant et derrière moi. Donc, cette photo-là, c'est une espèce de memento mori. Ça rappelle que les troubles dans l'idylle sont parfois si explicites qu'ils en deviennent difficiles à concilier avec l'être humain. Donc, on voit ici, à gauche, on a un parc aquatique géant et à droite, on a l'hôtel Sheraton. Deux infrastructures qui permettent, quand on paye, d'avoir un accès privilégié aux vues. Et si vous observez bien, il y a la mare qui est présente dans chacune de ces infrastructures. Donc, autant ici que ici. Donc, ces éléments, ce sont des rappels du trouble dans l'idylle qui persiste, donc que la présence anthropique dans les chutes peut parfois troubler l'idée qu'on a d'une nature sauvage et que Niagara Falls peut parfois aussi être un cauchemar pour le piéton. Et je me suis longtemps demandé pourquoi, comme piéton, dans notre tentative d'avoir une expérience sensible avec Niagara Falls, on avait un sentiment aussi étrange. J'ai essayé d'y répondre en séparant l'environnement de Niagara Falls en trois catégories. Donc, la première catégorie, ce sont des espaces semi-programmés qui sont formés des milieux de vie comme des habitations, des lieux de travail et des tiers-lieux, par exemple des lieux de socialisation entre le domicile et le travail, comme un café ou un parc. On a aussi à Niagara Falls, comme dans la plupart des villes touristiques, des lieux ultra programmés, hyper programmés, à l'affordance forte, comme des attractions touristiques, des funiculaires, des tunnels, des bateaux. C'est des endroits qui produisent des non-lieux, soit des espaces anonymes, fonctionnels et standardisés, comme des lobbies d'hôtels, par exemple. Ce sont des endroits au sein duquel les corps dociles consomment les chutes et s'autoconsomment par le fait même. Ici, j'ai photographié un dispositif publicitaire. Donc, ici, c'est la ligne de démarcation entre le mur sur lequel est collée une photographie d'une attraction touristique et un triangle sur lequel on est invité à se faire photographier. Donc, c'est une métaphotographie, une photographie d'une photographie sur laquelle on est invité à se faire photographier. C'est un lieu qui est hyper programmé parce qu'on nous dit exactement où placer notre corps pour se faire photographier, mais ça met aussi en scène un autre lieu hyper programmé qui est un tunnel de fuite d'une infrastructure hydroélectrique qui sert désormais d'expérience visiteur pour pouvoir aller observer les chutes depuis un autre lieu hyper programmé et ça, c'est un observatoire. Donc, cette phrase-là, Picture yourself here, nous invite à une programmation aussi, c'est-à-dire à nous placer physiquement. Donc, Picture yourself here, qui pourrait être traduit par Faites-vous prendre en photo ici, mais Picture yourself here dans le sens aussi de visualisez-vous vous-même. Donc, se projeter, donc projetez-vous à l'endroit de ce dispositif hyper programmé. On retrouve aussi à Niagara Falls des lieux très peu programmés, en fait, des espaces déprogrammés qui prennent la forme de friches, de ruines, d'espaces interstitiels et liminaux ou d'espaces en gestation. Comme ce secteur situé tout près du secteur hyper programmé de Clifton Hill, qui se retrouve à être l'endroit où je logeais. Donc, à droite, il y avait mon appartement et sans surprise, je n'ai pas reloué cet appartement. Le problème à Niagara Falls, c'est que le visiteur passe rapidement d'une attraction dont les étapes sont hyper programmées au mètre près et presque systématiques. Le guichet d'entrée, on se fait prendre en photo presque de force. On va dans l'attraction, on va au kiosque de vente de la photo, dont la photo a été prise et imprimée et nous est proposée. Ensuite, on va à la boutique souvenir. Donc, on a ici en haut à droite la Skyline Tower, qui est un espace hyper programmé où on est même contraint dans un ascenseur, puis après ça dans la tour d'observation, et le casino juste derrière, qui est aussi un espace hyper programmé. Et rapidement, on se retrouve brutalement dans une transition assez spéciale à des espaces qui sont complètement déprogrammés. Ce qui fait en sorte que le visiteur, surtout à pied, se retrouve systématiquement et inopinément laissé à lui-même.
le réflexe va être le même. Il va falloir retourner aux espaces programmés au lieu de consommation qui réconforte et qui conforte tant. Pour conclure, je dirais que oui, on peut construire des casinos à l'infini, mais il faudra s'attendre, comme lorsqu'on va jouer au casino, que les chances de perdre sont supérieures aux gains potentiels. Entre-temps, est-ce que la photographie, en proposant des nouvelles interactions entre les formes environnementales, peut à tout le moins offrir un processus de médiation constructif pour rendre éventuellement nos habitations ou nos lieux de vie plus habitables? Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation illustrée de photos tout à fait remarquables. Je vais tout de suite céder la parole à Emeline Bailly et nous organiserons une discussion avec votre apport en ligne juste après la présentation d'Emeline Bailly, qui concerne un lieu beaucoup plus proche de nous, pour les Parisiens en tout cas, c'est l'île Saint-Denis. Est-ce que tu peux arrêter le partage? Merci. Je partage. Bonjour à tous. Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Je ne vais pas avoir des visuels aussi remarquables, mais je vais vous emmener sur l'île Saint-Denis, donc évidemment en périphérie de Paris, en face de Saint-Denis, donc territoire populaire, et qui a fait l'objet de grands projets, notamment d'écoquartier et le village olympique des Jeux olympiques également. Et donc, on va s'intéresser à l'altération des expériences par l'urbanisation continue et évidemment l'arrivée du dérèglement climatique qui commence à se faire sentir et commence à devenir un enjeu de connaissance et pour la recherche et pour les politiques de transition socio-écologique. Donc, je vais présenter. Donc là, vous voyez l'île Saint-Denis. Donc, c'est une île qui est une bande de terre très longue avec 8000 habitants en 2015. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus avec l'arrivée de nouvelles phases d'urbanisation, on va le voir, et qui présente un tissu relativement hétérogène. Donc, dans une première partie, je vais revenir sur comment l'île Saint-Denis a été façonnée et s'est urbanisée petit à petit. Aujourd'hui, c'est une infrastructure qui est menacée par, par des aléas climatiques et comment elle devient débordée, pour ensuite prendre un peu de temps en revenant sur plusieurs recherches que j'ai menées sur l'évolution des expériences dans ce territoire, du point de vue des habitants et des usagers. Et ensuite, je proposerai un certain nombre de pistes de réflexion à partir des enseignements que ces évolutions des expériences portent, notamment sur la question du trouble sensoriel qui était évoqué par Nathalie en introduction. Alors, tout d'abord, l'île Saint-Denis, pour vous situer, c'est une île qui a été façonnée depuis de longues années, à la fois géographiquement, puisque à l'origine, il y avait 4 îles qui ont été réunies en une seule, donc qui va avoir des implications pour aussi la régulation de l'eau et la question des aléas liés aux inondations, aujourd'hui en tout cas, et un façonnement urbain progressif et continu dans le temps. Donc c'était une place forte au Moyen Âge qui protégeait Paris. Et puis pendant longtemps, ça a été un village de pêcheurs et, comme le rappelait Nathalie, un haut lieu pour les impressionnistes, notamment Sisley, qui venaient peindre les paysages autour de Paris. Avant l'industrialisation qui s'est amorcée, comme partout en Île-de-France, à la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, où la désindustrialisation a commencé et où sont intervenus un certain nombre de constructions de grands ensembles d'habitats, d'infrastructures routières, notamment une autoroute qui traverse la 86 qui traverse l'île, et l'arrivée d'entrepôts du Printemps et des Galeries Lafayette donc sur l'île, qui occupe une grande partie du cœur de l'île. Donc on a un territoire très hétérogène, très populaire, au début du 21e siècle. Alors, à partir de 2014, 2012-14, il y a un projet d'écoquartier en lieu et place des entrepôts qui occupaient une très grande partie de l'île. Donc,
pouvez voir l'emprise qui était proposée. Donc, c'était un écoquartier avec des enjeux environnementaux affichés de manière assez forte. Il se voulait exemplaire. La mairie était placée avec Michel Bougrain. Le maire était d'Obédience verte. Donc, il y avait un enjeu d'exemplarité assez fort sur cette question environnementale. Mais dans les années 2020, le projet d'écoquartier va être en partie remis en cause avec l'arrivée des Jeux olympiques qui propose de faire le village des athlètes sur cette emprise où l'écoquartier devait se développer. Donc, on va avoir un nouveau projet qui va s'imposer avec l'idée de concilier l'écoquartier avec le village des athlètes, mais ce qui va conduire à une très forte densification du projet d'écoquartier et qui aura un bénéfice. Donc, ça a été accepté notamment par la municipalité parce que ça permettait la création d'une passerelle pour rejoindre Saint-Ouen et désenclaver ce quartier qui était en plein cœur de l'île. Donc, il y avait un intérêt pour la collectivité, mais par contre, une densification extrêmement importante qui s'opère, comme on peut le voir sur les images. Donc, aujourd'hui, il a été repris en écoquartier avec des enjeux de décarbonation qui ont été aussi affichés pour le projet de village olympique. Mais on voit effectivement que la densité a pris beaucoup de place sur les espaces naturels. Et aujourd'hui, ça crée une entité nouvelle au cœur de l'île qui est fortement urbanisée, très dense, et qui participe du morcellement en entités contrastées du territoire de l'île Saint-Denis. Et donc, évidemment, sa densification de population. Alors, cette infrastructure, donc l'île Saint-Denis est devenue une infrastructure urbaine aujourd'hui. Il reste seulement un grand parc au nord de l'île, mais toute l'île est urbanisée avec des grandes entités, comme on a pu le voir, notamment avec celle de l'écoquartier issu du village olympique. Aujourd'hui, cette île est de plus en plus soumise à des aléas du dérèglement climatique. Donc, elle a l'héritage des pollutions industrielles qui concerne autant les sols, la Seine que les berges, mais surtout elle est soumise à des risques d'inondation croissants. Le comblement des bras des îles et l'imperméabilisation favorise le renforcement. Et puis bien sûr des questions d'îlots de chaleur urbain qui se déploient avec la minéralisation de l'île. Ces risques sont plutôt bien connus et identifiés par les politiques publiques qui mettent en place des cadres réglementaires et le projet d'écoquartier a prévu un certain nombre de dispositifs sur la portion sur laquelle il intervenait pour essayer de désimperméabiliser les sols, ce qu'on observe aujourd'hui fréquemment dans ce type d'écoquartier. Mais évidemment, toutes ces infrastructures montrent leurs limites. Les digues et les berges de la Seine ne suffisent plus à contenir les crues. Les réseaux d'assainissement, dès qu'il y a de fortes pluies, débordent. Les îlots de chaleur urbains sont largement amplifiés, notamment dans cette partie du village des athlètes. Et les solutions fondées sur la nature mobilisées, notamment dans l'écoquartier, restent extrêmement ponctuelles et pas du tout à la mesure des risques que ça peut avoir. Donc, ces aléas qui commencent à poindre, au-delà des aléas majeurs, se manifestent par un certain nombre de perturbations, comme on va le voir, et qui vont avoir eu un impact sur l'expérience urbaine de l'île. Donc, dans une troisième partie, je vous propose de voir comment l'expérience a évolué en mettant en perspective 4 recherches que j'ai menées successivement sur ce territoire de l'île Saint-Denis. Donc, une première recherche qui a été menée en 2015 sur l'enjeu du paysage, qui interrogeait justement la relation au paysage des habitants et sa mise en perspective avec le projet d'écoquartier qui était en cours d'élaboration.
Et donc, ça a très rapidement fait ressortir que la question de l'urbanisation continue et cette nouvelle étape créait un sentiment de perte et paradoxalement revalorisait un certain nombre de lieux aînés qui étaient dans les interstices de la ville urbanisée. Donc, c'est intéressant de voir que ces lieux valorisés étaient en décalage complet avec le projet d'écoquartier, euh, donc l'écoquartier fluvial, qui insistait beaucoup sur une mise en nature, notamment des enjeux de décarbonation avec des bâtiments DBC, alors que les habitants mettaient en avant la valorisation des horizons, les vis-à-vis entre les rives, l'hétérogénéité des univers. Les prises sur le paysage étaient toujours dans une composition de différents éléments, de différents univers de vie, et mêlant toujours nature et urbanisation et des formes de vécu. De la même manière, dans les représentations de la nature, les mêmes lieux étaient observés par des visuels complètement différents. Donc, on demandait dans ces enquêtes aux habitants de faire des photos, comme vous pouvez le voir pour la nature libre proposée sur les chemins de halage qui étaient des lieux valorisés pour aller se promener, pour aller se ressourcer, pour aller se mettre à l'écart de la ville et développer des pratiques plus libres et plus contemplatives, alors que ces mêmes lieux étaient photographiés différemment, notamment les zones de déchets étaient considérées comme des lieux à l'abandon et une nature sauvage qui lui manquait d'entretien et qu'il fallait absolument réaménager, repaysager dans le projet. Et puis, cette idée d'une nature qui pouvait rendre des services, donc avec l'idée des solutions fondées sur la nature, qui conduit à une forme d'instrumentalisation de la nature, donc des décalages qui commençaient à s'observer entre représentation habitante et représentation par les professionnels. De la même manière, les projets urbains visaient évidemment sur une emprise euh, importante laissée par les entrepôts, d'être plutôt sur le réaménagement complet avec des espaces publics aménagés totalement pris en charge par les professionnels architectes, urbanistes et paysagistes, alors que les habitants faisaient valoir au contraire la sédimentation, l'imperfection, le bric-et-broc, considérant que finalement, quand c'était trop lisse, trop aménagé, c'était écrasant. Je cite un verbatim d'un habitant disait que un espace trop aménagé, on ne se sentait plus à la hauteur, car il posait une sorte d'idéal impossible à atteindre, ne permettait plus d'être soi-même. Donc c'était intéressant, ce qui nous emmenait toujours sur des lieux qui étaient effectivement un peu le produit de sédimentation extrêmement variée et hétérogène. Je vais mentionner une deuxième recherche qui prolongeait cette première approche sur le rapport au paysage des habitants et le regard des professionnels sur un quartier en train de se faire, qui s'appelait Fabrique active du paysage et qui s'est dit on va partir justement des lieux valorisés pour essayer de voir dans quelle mesure on peut les révéler et les mettre en perspective. Donc, on a d'abord fait une série d'enquêtes à nouveau pour identifier des lieux qui étaient valorisés. Donc, ils ont mis en avant des lieux cachés, notamment à nouveau dans les interstices de la ville, sur les chemins de halage au bord de l'eau, qui permettaient de créer des lieux refuges, des reconnexions à une nature spontanée, qui permettaient d'être soi-même plus libre. Ils nous emmenaient dans des chemins de traverse, des lieux en friche ou un peu cachés qui permettaient d'avoir des espaces plus apaisés, plus calmes, des sonorités différentes, une attention à la lumière. Et donc, il révélait ainsi petit à petit un certain nombre de qualités sensibles à travers notamment à nouveau l'esthétique du bric-et-broc, les ambiances naturelles et urbaines, que ce soit la lumière, la sonorité, les sonorités, les vues, les horizons sur les paysages, évidemment toutes les traces de mémoire des activités passées
Donc, on se retrouvait avec un certain nombre de qualités sensibles qui étaient mises en avant. Et donc, à partir de là, on a identifié un certain nombre de lieux et on a proposé à des artistes et des professionnels, des collectifs notamment de japanistes et de paysagistes, d'intervenir, de proposer des micro-interventions pour souligner finalement ces éléments. Donc, on a commencé ça a donné lieu à des micro-interventions, des très petits budgets, l'idée, c'était de tester des options pour remettre en perspective ces lieux. Donc, il y a eu des projets qui étaient très centrés sur la contemplation, donc les mobiliers qui permettaient de se mettre soit dans l'eau, soit de dépasser les murets qui empêchent la vue sur la Seine quand on est sur l'île. Des espaces, des formes de paysagement qui venaient tailler des lieux qui constituaient des points de vue recherchés et qui jouaient avec les espaces de nature, donc là un arbre qui pouvait servir de banc et qui permettait aussi de créer des petits lieux de refuge, des havres de paix. Des jeux aussi sur les sonorités pour comment mettre en avant des ambiances liées au chant des oiseaux, par exemple, avec un certain nombre de nichoirs, ou comment souligner un horizon avec simplement une ligne qui menait jusqu'au bout de l'île et donnait à voir un paysage lointain en lien avec la métropole, puisqu'on voit effectivement au loin d'autres bâtiments et d'autres perspectives. Je voulais mentionner aussi une troisième enquête qui a été menée au moment du projet des Jeux Olympiques, où là, finalement, l'expérience se manifestait moins dans la recherche de lieux alternatifs, même si on remarque que ça va revenir, mais effectivement, les gens nous parlaient de leur colère. Donc la colère, notamment parce qu'ils se sentaient dépossédés de l'île avec un projet pour Paris 2024 d'un enjeu de rayonnement national, rayonnement de la France. La ville qui avait donné son accord pour notamment la création de cette passerelle et commence à constituer un accélérateur pour des opportunités d'aménagement, et les habitants qui ne voyaient pas en quoi ce village des athlètes allait améliorer leur qualité de vie et souligner des éléments de singularité d'un territoire auquel ils sont attachés, auquel ils disent qu'ils aiment cette île Saint-Denis, même si c'est un territoire populaire et morcelé et c'est un lieu d'attachement. Et donc ces colères, ça a forcément constitué des controverses et ça a fait ressortir justement plusieurs points, notamment le fait que c'est des projets qui étaient considérés obsolètes par rapport aux enjeux du changement climatique, qui commençaient à poindre sur l'île avec des inondations qui s'étaient manifestées. Des canicules qui commençaient à se répéter et qui commençaient à dire que finalement cette urbanisation massive était un contresens par rapport aux enjeux de l'environnement. Ont été aussi sujet de controverse le fait que ce soit un projet descendant sur lequel il n'avait pas de place et des craintes sur l'arrivée de nouvelles populations, la gentrification, la perte d'une vie sociale établie dans l'île. Il faut savoir que ce site se situe en bordure d'un grand ensemble d'habitat social qui fait l'objet aussi d'un projet en rue avec des projets de démolition. Donc l'enjeu pour une partie de la population de se sentir chassée. Et puis des enjeux de sécurisation de l'espace public avec les Jeux Olympiques qui donnaient un contrôle social très fort qui ne permettait plus d'aller dans certains lieux, notamment les lieux cachés qu'on avait pu identifier. Et dernière recherche sur l'expérience des ambiances perçues, notamment liées au changement climatique, puisque cette question de l'argumentaire pour contester le projet sur le changement climatique apparaissait.
Et donc, on a mené des enquêtes avec AAU, le laboratoire AAU, dans le cadre d'un projet sur les ambiances urbaines, sur justement la perception du changement climatique. Et ça a fait apparaître finalement enfin, sur la perception des ambiances. Et donc, ça a fait apparaître que finalement, les premières perceptions du changement climatique, elles sont avant tout sensorielles et qu'elles constituent finalement des perturbations progressives qui sont incorporées, qui ne sont pas forcément décrites spontanément, mais qui, quand on pose la question, finissent par montrer un ensemble de signes qui sont subtils, qui montrent qu'on ressent enfin, les habitants qui fréquentent ces lieux ressentent évidemment le changement qui est en train de s'opérer. Donc évidemment, les herbes brunies, les sols qui craquellent avec l'assèchement, le décalage des saisons, l'humidité persistante, la boue, la qualité des sols qui change. Donc c'est une série de micro-signes qui évoluent et qui finalement est ressenti sensoriellement à travers la thermie, la vue, qui est interpellé par des micro-détails. Et donc, c'est un ensemble de micro-phénomènes qui accrochent, on a parlé d'accroche sensible, et qui modifient l'attention, qui troublent l'attention, pour reprendre le terme de ce séminaire, et va altérer imperceptiblement l'expérience et la perception de lieu. Donc, il y a une altération vraiment progressive de l'expérience quotidienne avec des sentiments d'anxiété qui commencent à s'installer, de sentiments d'anormalité face à un climat un peu trop chaud, un peu trop boueux, un peu trop venteux, qui souligne finalement l'instabilité des paysages. Et les personnes que nous avons interrogées insistaient justement sur cette euh, instabilité qui finalement renvoie systématiquement à cette menace de l'inhabitabilité de l'île et de l'insuffisance prise en considération par les politiques publiques. Donc ça crée un sentiment d'anxiété et paradoxalement, ça renforce le sentiment d'attachement à ce lieu et notamment à des lieux particuliers. Et ça oriente aussi à nouveau vers ces lieux cachés qu'on avait mis en exergue préalablement. Donc, si je vous ai raconté tout ça, c'est aussi pour montrer comment finalement l'expérience et finalement enfin, la modification liée au changement climatique qui commence d'ores et déjà à se manifester crée des perturbations qui se cumulent avec l'héritage aussi de l'urbanisation massive récente et qui va créer des sentiments de relégation, de colère, d'abandon, qui vont se doubler à des sentiments de perte de son lieu de vie, donc qui créent quand même un climat de mal-être et qui est sourd, qui n'est pas forcément exprimé frontalement, mais quand on va faire des enquêtes, il y a en arrière-plan cette perturbation, ce trouble qui s'exprime dans la relation à son lieu de vie. Ces, ces expériences des lieux, ces expériences notamment sensibles, hein, dans leurs caractéristiques sensorielles, affectives, imaginaires, montrent aussi l'inadéquation des modèles urbains en vigueur dans la fabrique de la ville. Elles soulignent aussi la vulnérabilité des infrastructures urbaines et comment elles accentuent et comment elles sont perçues d'ores et déjà par les gens qui y vivent. Elle montre aussi comment les enjeux du changement climatique sont déjà présents et vécus de manière diffuse à travers ces altérations climatiques du quotidien. Et puis, notamment, elles deviennent un élément de connaissance parce qu'elles nous soulignent ce qui fait expérience ou pas, ce qui fait sens ou pas dans un lieu donné, et ce qui suscite un sentiment de perte ou de menace et qui peut créer de l'anxiété, de la peur de perdre son lieu de vie et de l'altérité de son lieu. Donc, j'ai insisté sur ce point aussi pour montrer que ces expériences peuvent être un élément de connaissance, notamment sur les paysages, qui sont des espaces de médiation entre environnement, société et expérience sensible.
qui souligne aussi les lieux qui sont source de saveur et d'attachement, un certain nombre de qualités sensibles que j'ai déjà nommées, et puis aussi toutes ces micro-transformations du quotidien qui sont liées aux évolutions environnementales. Et comment ces mutations, ces expériences interpellent aussi les politiques urbaines, je vous dis, à travers le défaut de démocratie, l'inadaptation des projets urbains, et puis aujourd'hui, la non prise en compte des évolutions climatiques du quotidien, qui finalement, quand on faisait l'enquête et qu'on commençait à poser ces questions-là, se disait, mais finalement, rien n'est fait. Donc, interpelle les politiques publiques sur ces approches-là. Et paradoxalement, ce sentiment, comme ça fait ressortir un sentiment d'attachement à des lieux particuliers, ça peut donner lieu aussi à des investissements, à des engagements. Donc aujourd'hui, il y a un réseau de quartiers en transition au niveau de la ville de l'île Saint-Denis, donc porté par des habitants et qui cherchent justement à comprendre les leviers, à identifier les leviers pour susciter des initiatives de transition écologique ou de manière beaucoup plus spontanée à travers des micro-transformations qui vont favoriser justement la valorisation de lieux, par exemple sur les bords de Seine, en installant un rondin pour contempler un lieu, en favorisant finalement l'entretien de ces lieux pour favoriser l'arrivée d'une faune et d'une flore, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que, en conclusion, ces expériences sensibles sont à la fois un enjeu pour comprendre comment le rapport à l'expérience sensible participe des projets, du vécu évidemment des lieux et peut devenir un enjeu de connaissance pour appréhender les enjeux urbains et socio-écologiques de manière conjuguée. Ce qui suscite de dépasser des nouveaux cadres, enfin, de proposer des nouveaux cadres d'analyse, de dépasser évidemment les oppositions nature-culture qu'Alexandre évoquait, mais on pourrait parler d'ordre, désordre, d'aller plutôt vers des notions relationnelles, de comprendre les écosystèmes en présence, notamment par l'expérience, un peu dans une approche phénoménologique, où l'expérience nous donne à comprendre une complexité de phénomènes qui sont vécus de manière intégrée, et donc pour essayer d'aller vers cette approche plus holistique. Ça pose aussi des questions de méthode de recueil des expériences vécues. Je ne l'ai pas abordé, mais toutes ces recherches étaient aussi l'occasion de questionner des méthodes pour recueillir ces expériences et les manifestations sensibles perçues dans les lieux, comment ça renseigne sur aussi les qualités des lieux. Et donc, ça oriente vers ce que le Centre des politiques de la Terre appelle la science de l'habitabilité et comment l'expérience sensible pourrait y participer. Donc ça, il me semble que c'est important aussi de montrer comment ça vient nourrir aussi des enjeux pour les politiques publiques et notamment urbaines et de transition écologique, en soulignant justement la place de l'expérience et des habitants dans ces politiques publiques, mais aussi le rôle de l'art et des approches urbaines fondées sur des connaissances sensibles pour repenser finalement des lieux qui soient plus en adéquation avec les aspirations de tout à chacun. Merci beaucoup. Merci aux deux intervenants. Je voudrais, pour ouvrir la discussion, disons, souligner tout d'abord la différence de ces deux territoires. Un territoire qui est essentiellement productif, celui des Niagara Falls. Vous l'avez remarqué, Alexandre n'a pas souligné la manière ou n'a pas enquêté sur la manière dont les habitants eux-mêmes percevait ce territoire et son cadrage par les infrastructures. Il s'est placé plutôt en tant que visiteur, même s'il y a habité un moment dans le cadre de sa recherche, et il s'est placé aussi en tant que spectateur, c'est-à-dire producteur de photographie, interrogeant la question du point de vue au sens visuel
Et c'était d'autant plus justifié que fondamentalement, les Niagara Falls, c'est un site saisi par l'image, saisi pour l'image, et ce que montre d'ailleurs la réalisation de nombreux bâtiments qui servent à observer. Donc il y a tout un cadrage par l'image qui doit constituer l'expérience, mais on ne sait pas ce que les habitants, d'autre part, éprouvent. Et de la même façon, parce que l'île Saint-Denis, que l'on a mis en miroir, est un territoire dont la recherche d'Emin Bailly a essentiellement pointé ce trouble dans l'expérience habitante et moins dans le site touristique. Alors évidemment, l'île Saint-Denis n'est pas le site touristique qu'est les Niagara Falls, hein, très loin de là. Donc c'est là où on interroge différents types d'expériences et différents types de production d'habitabilité. Dans un cadre, et là je voudrais bien vous entendre tous les deux, dans un cas, celui des Niagara Falls, en fait, ce qui est mis à mal d'une certaine manière, c'est la capacité de ce site de se reproduire comme site touristique, mais aussi comme site de production d'hydroélectricité ou d'autres types de production. Est-ce que le changement climatique ou d'autres bouleversements écologiques modifient ce caractère productif? Et de l'autre, d'une certaine manière, est-ce que ce trouble dans l'expérience habitante infléchit la donne et fait que cette île est désengagée du phénomène de métropolisation urbaine dans lequel elle est étroitement insérée, comme en témoigne la construction du village olympique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contestation de la manière dont cette métropolisation île-de-francienne finalement reconfigure, y compris ce site qui, par son statut d'île, par un certain nombre de caractéristiques écologiques, patrimoniales, etc., était vu comme étant à l'abri, d'une certaine manière, de cette métropolisation. Donc, voilà, c'est la première question, c'est en quoi finalement le changement climatique modifie cette habitabilité productrice ou productive des Niagara Falls et en quoi cette lutte pour l'habitabilité de l'île Saint-Denis portée par les habitants va-t-elle modifier la métropolisation à l'œuvre qui est un courant beaucoup plus fort, en tout cas d'un point de vue économique. Ça, c'était la première question. La deuxième question, ça renvoie à des enjeux de méthode sur lesquels je voudrais en particulier alors, je dis en particulier plutôt entendre Alexandre, puisque lui procède par la photographie, alors que les outils d'enquête d'Emeline, qui sont une enquête qualitative, une enquête de perception, elle a fait écho à des outils un peu particuliers pour enquêter sur la perception, et c'est intéressant de voir lesquels on met en avant aujourd'hui. Donc, cette question de la méthode pour interroger la manière dont changement climatique trouble finalement cet engagement environnemental. Voilà, je pense que c'est un peu important de souligner ça puisqu'on est dans de la recherche et que ça engage forcément des enjeux de méthode. Et enfin, une dernière question, et ça m'a troublé en particulier sur la manière dont on pouvait avoir de faire de la recherche sur cette question d'expérience de l'environnement. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des mises en abîme qui sont faites à tous les niveaux, à toutes les échelles. Et dans un cas comme dans l'autre, ça m'a frappé. Alors, dans un cas, c'est flagrant. L'espace de Niagara Falls est configuré pour cette mise en abîme. Tu te photographies toi-même en train d'expérimenter les Niagara Falls, avec tout ça étant largement configuré, si bien que finalement on se demande ce que le visiteur éprouve. Enfin, en quoi ça a à voir avec l'idée même des Niagara Falls, enfin, avec le potentiel de nature qu'éventuellement elle comportait et qu'on vient voir
de par le monde. Alors, il faut savoir que cette mise en abîme, elle est également vécue dans d'autres sites patrimoniaux de nature, hein. Je pense à Yellowstone, je pense à... Enfin, c'est typique du 21e siècle et de la fin du 20e siècle que cette mise en abîme de l'expérience de nature, de l'expérience de voyage, de l'expérience de pays. On se regarde en train d'avoir une expérience et c'est ça qui fait à la fois témoignage, preuve et en même temps réalité. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec l'environnement en question. Euh, dans le cas de ta recherche, Emeline, eh bien, votre recherche elle-même contribue à configurer l'expérience d'eux. C'est-à-dire que vous mettez en jeu des dispositifs qui somment les habitants qui y participent à éprouver leur propre expérience. Donc là aussi, il y a du redoublement, une espèce de mise en abîme sur laquelle on peut s'interroger à la fois d'un point de vue marchand pour Alexandre et du point de vue éthique et par rapport à la pureté de l'expérience un peu mythologique, j'ai envie de dire, que les chercheurs en sciences sociales ont tendance à, à conférer à l'expérience, hein, suivant Dewey, suivant un certain nombre d'auteurs très importants dans ce champ-là. Voilà, je pense que pour introduire, et puis après, on cédera la parole aux personnes en ligne. Merci, Nathalie. J'ai beaucoup travaillé surtout à Montréal, sur rendre les villes Montréal plus résilientes, développer des projets sensibles avec les citoyens. Et j'ai beaucoup réfléchi à la question de Niagara Falls en parallèle à ça, mais aussi en parallèle avec les autres sites importants, comme justement Yellowstone, Yosemite, etc. Il y a quelque chose qui m'a troublé, c'est que Niagara Falls semble, à tout le moins, être imperméable, sans faire de jeu de mots, parce qu'on distribue des imperméables à toutes les... imperméable à toute forme d'impact majeur au changement climatique, dans le sens où les chutes reculent. Donc, si vous pouvez trouver facilement en ligne là, l'évolution du recul des chutes, c'est assez spectaculaire, là. Donc, les chutes s'autoconsomment, si on veut. Qu'est-ce que Euh, ça veut dire recul, excuse-moi? donc, elles s'érodent. Donc, il y a une érosion des chutes au fil de la rivière Niagara. Donc, à chaque année, les chutes reculent de initialement plusieurs mètres, plusieurs centimètres. Là, maintenant, il y a eu tellement de dispositifs de contrôle de l'érosion des chutes que l'érosion est stabilisée. Donc, on est rendu à quelques centimètres par année, alors qu'à l'époque, en quelques centaines d'années, il y a eu vraiment un gros recul, mais ça a été stabilisé. Les berges sont stabilisées, tout est stabilisé à Niagara Falls. Donc, à part prolonger la durée de la... Oui, exactement. À part prolonger la durée de la saison touristique, évidemment, il y a des impacts multiples à Niagara Falls, des changements climatiques, mais j'ai l'impression que quand on regarde les projets comme ceux qui sont en cours, c'est-à-dire ils veulent augmenter le type, la fréquence des trains, ils veulent élargir les autoroutes, ils veulent développer un aéroport à proximité, faire quand même passer de 13 à 26 millions le nombre de touristes pour une ville qui en possède 95 000 habitants. On a comme une espèce de tension entre euh, même Las Vegas qui subit un peu plus avec le Overdam qui connaît des baisses de niveau, le barrage à Las Vegas connaît des baisses de niveau d'eau. On dirait que Niagara Falls est un petit peu à l'épreuve, en tout cas, il semble être à l'épreuve de ça, ce qui est encore plus troublant parce que ça donne une carte blanche pour développer des projets encore plus... j'essaie de trouver un mot un peu fun, mais j'arrive pas, un peu plus débile, je suis en train de dire. Puis c'est intéressant parce que il a été question de la perception des habitants. Moi, dans mes méthodologies, dans mes outils, j'essaie de varier mes approches. Donc, je consulte à la fois, je marche beaucoup à Niagara Falls, donc j'ai arpenté Niagara Falls dans toutes ses coutures. Je retourne à différents endroits, des dizaines et des dizaines de places. J'essaie de faire en fait l'inverse de ce qu'on fait à Niagara Falls parce que la moyenne des visites à Niagara Falls, c'est une journée à 2 journées. Puis j'essaie de retourner au site, de refotographier,
de parler avec les gens, d'échanger avec les gens qui habitent Niagara Falls, parce qu'il y a des habitants à cette ville-là, puis il y a une espèce de tension entre la présence des habitants qui habitent là à temps plein, puis la présence d'une quantité industrielle de gens. Donc, ça fait une superposition où j'ai l'impression que les changements climatiques n'ont pas tant leur place là-dedans, au profit des taxes que ça ramène, de l'afflux de touristes. Puis ça rend la chose encore plus troublante. Je pense à quand j'ai visité, j'ai beaucoup travaillé sur le Grand Canyon, sur Yosemite, puis il y a des mesures claires qui sont en place, par exemple à Yosemite, au Grand Canyon. Maintenant, il faut stationner en périphérie puis aller à l'intérieur en autobus. Donc, il y a des contrôles des foules, il y a beaucoup de systèmes de restriction puis pour épargner les milieux fragiles. À Niagara Falls, on fait exactement l'inverse. Donc, on essaie de doubler les capacités, de doubler la quantité de gens, de doubler les durées de séjour, comme s'il y avait vraiment pas de limite à ce que Niagara Falls pouvait absorber. Puis, j'ai l'impression qu'en effet, Niagara Falls peut en absorber dans la mesure où on veut pousser les écosystèmes à leur saturation totale. Et du coup, juste, est-ce que tu peux souligner un peu le rôle de la photographie dans cette vente des espaces touristiques? Ben moi, je me plais à dire que quiconque a toujours eu en tête ou a toujours en tête, même si on n'est jamais allé, une image de Niagara Falls. Puis c'est comme une espèce c'est ce que Descola appelle les chaînes paysagers, des espèces d'unités visuelles qui sont prises dans notre tête puis on n'arrive pas à se défaire, qui viennent d'une assiette décorative, d'une carte postale, d'un album de voyage de nos grands-parents. Puis ces chaînes paysagers-là, ils sont faits par la photographie, mais ils sont entretenus comme tels par la publicité, donc on nous vend Niagara Falls avec des images à partir de sites qui ont été aménagés pour être photographiés, ce qui fait en sorte que quand on va à Niagara Falls, ben, comme dans la plupart des sites, mais quand on arrive à Paris, on n'a pas le même réflexe qu'à Niagara Falls. À Paris, je donne un exemple de Paris parce qu'on est à Paris, mais c'est une des villes les plus touristiques au monde. C'est pas la ville la plus Je touristique crois au la monde. plus, oui. Paris a comme une complexité puis une capacité d'absorption où on a des gestes qui sont répartis. À Niagara Falls, il y a des gestes qui sont rituels. On va vers les chutes, on photographie les chutes, on se photographie devant les chutes, on fait des attractions. Ça, c'est depuis le 18e siècle, c'est la même affaire. Donc, depuis la première photo qui a été prise en 1840, le photographe qui est venu pour la première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé devant les chutes, il a photographié les chutes, il s'est photographié devant les chutes, il a été dans les attractions, il était à l'hôtel de Clifton Hill, justement. Puis à partir de ce moment-là, cette espèce de pendule se fait de manière systématique, et ce, des millions de fois par année, des millions de fois. Donc, j'avais fait un calcul, on serait entre 8 et 10 milliards de photos qui ont été prises à Niagara Falls. Donc, c'est un lieu qui s'auto-consomme, où on va s'auto-consommer. Donc, il y a une espèce de cycle d'autoconsommation infernale, puis l'image est vraiment au cœur de ce cycle-là, parce que ça, c'est vraiment marquant. Chaque attraction à Niagara Falls commence par on paye son attraction, ensuite on se fait photographier. Donc, on a des clôtures qui nous amènent vers une station où on se fait photographier devant un fond vert. Après ça, on fait l'attraction, puis dès qu'on sort de l'attraction, il y a notre photographie qui est imprimée, qui nous attend, qui coûte une fortune, et derrière laquelle on a mis les chutes, peu importe à l'endroit où on est, peu importe où on se fait. Donc, c'est possible de faire 10 attractions photographiques, puis d'avoir 10 photos de soi devant un faux fond des chutes. Donc, il y a cette espèce de fascination puis d'obsession de l'image qui fait en sorte que Niagara Falls devient une espèce de, de, de distroboto ou de photoboot géant où chaque occasion de se mettre en scène avec l'idée derrière de nature sauvage qui vient comme nourrir euh, la raison d'être de celui-là. Merci beaucoup, Evelyne. Oui, alors donc sur les questions de métropolisation, enfin, de rapport à la métropole, c'est vraiment intéressant. Il faut revenir un peu sur l'histoire de cette île, donc au passé populaire, qui avec la présence de l'île, avait développé aussi une identité insulaire un peu à part, protégée par les deux bras de la Seine.
Et en même temps, toujours dans un vis-à-vis avec la métropole, en regardant au lointain des flux routiers lointains qui donnent à voir des lumières de la métropole et qui montrent qu'on appartient quand même à la métropole. Donc il y a une espèce d'ambivalence dans ce rapport à l'île refuge et en même temps sa présence dans l'Île-de-France qu'on va, enfin, dans la métropole parisienne, et qu'on va retrouver aussi, parce que j'ai présenté les résultats du rapport à la contestation des projets de village olympique qui étaient en amont de la réalisation et du projet urbain et de l'événement des JO 2024, qui paradoxalement aussi ont été, dans la dernière recherche qu'on a menée, un enjeu de fierté, d'en être, et en même temps doublé avec ce sentiment de relégation. Donc on a des paradoxes entre des expériences valorisées qui peuvent être source de fierté même, et des expériences de sentiment d'être renié, de ne pas, que sa propre existence et sa propre expérience n'est pas prise en compte. Donc c'est un peu des tensions comme ça qui se construisent avec le temps et qui créent beaucoup d'ambivalence finalement. Et évidemment, le jeu, pour reprendre, donc on n'est pas dans la question des chutes du Niagara, mais le fait qu'un site emblématique comme le village olympique des Jeux olympiques a amené aussi une fréquentation massive sur l'île. Donc ça pouvait être à la fois source de fierté de participer à cet événement mondial et en même temps un envahissement d'une foule qui n'était absolument pas envisageable quelques années auparavant. Donc voilà, c'est tous ces paradoxes que je trouve intéressants de tester et qui ne permettent pas de trancher sur de manière simple à ce rapport à la métropole, qui est quand même aussi un point important. Euh, Ensuite, tu posais des questions sur les méthodes. Bon, je pense que c'est effectivement important de souligner ces enjeux méthodologiques. Donc, on s'est beaucoup appuyé dès la première recherche sur la question du parcours commenté, donc qui permet de déambuler avec des habitants. Donc, on est en face à face avec une personne et on reproduit l'expérience avec une série d'enquêtés. Et on a décliné ce parcours commenté en leur demandant de prendre des photos, de capter des sons, et puis c'était des déambulations libres qui nous emmenaient effectivement dans ces lieux qui étaient importants pour eux, ce qui comptait, ce qui au contraire pouvait poser question. Et c'est vraiment cette succession de déambulations qui a permis, et on leur demandait la réalisation d'une carte mentale, enfin on multipliait les protocoles pour justement essayer de saisir cette expérience, car finalement, les gens, les personnes n'ont pas forcément l'habitude de parler de leurs expériences du quotidien, de leur expérience sensorielle, de leur expérience affective. Donc, effectivement, ça conduisait à certaines formes de mise en abîme. Certains habitants nous disaient, mais finalement, je ne me suis jamais posé ces questions de cette manière aussi franche. Enfin, c'était des révélateurs aussi de leur rapport au lieu, de leur rapport au paysage. Et c'est pour ça d'ailleurs que la deuxième recherche s'est orientée vers la mise en place de dispositifs pour montrer que ces lieux qui étaient euh, importants pour les personnes qui avaient été... Donc, évidemment, il y a une grande hétérogénéité aussi dans les perceptions. Donc, on est sur un matériau extrêmement complexe, qualitatif. Mais là, évidemment, ce que je vous ai présenté, c'est les dominantes, ce qui converge, enfin, plutôt les situations de convergence. Et ce qui est intéressant, bah, c'est justement ce besoin aussi d'engagement que ça peut susciter en favorisant cette révélation ou cette mise en abîme de son rapport au lieu. Et là, la recherche-création me paraît être tout à fait intéressante comme prolongement justement sur ces formes d'expériences qui sont révélées
pour ne pas les laisser uniquement à, à la personne, mais pouvoir en faire un levier de transformation pour le territoire et pour aussi la fabrique urbaine. Donc il y a un double enjeu de continuer la recherche à travers des formats de recherche-création qui conduit à des dispositifs grandeur nature, mais aussi de sensibilisation des politiques publiques pour qu'elles tiennent compte justement de tous ces éléments qui sont de l'ordre de l'imperceptible, mais qui favorisent finalement l'habité de tout à chacun d'un lieu et son attachement et en plus, ça peut être un moteur d'engagement, ce qui est tout à fait intéressant aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est d'autant plus important ces questions esthétiques et notamment dans le cas où il peut y avoir de la résistance, que les espaces en question, quand on évalue les dommages d'une installation, d'une infrastructure, d'une ligne à haute tension ou d'autres choses, les dommages faits à l'environnement sont évalués essentiellement de manière objective. Par exemple, vue du ciel, quel tracé va prendre la ligne en question, etc. Et en fait, on ne vit pas, nous, en tant qu'habitants, à cette échelle-là. Donc, il y a des questions d'échelle de la perception et il y a des questions de reconnaissance de la grande variété, de la grande diversité de ces perceptions et de ce qui peut faire justice localement quand ces infrastructures sont mises en œuvre. Et ça, pour rebondir et m'arrêter là-dessus, c'est avant d'ouvrir la parole à ceux qui sont encore en Zoom, c'est de dire, oui, c'est important, c'est un enjeu de justice. Aujourd'hui, dans le champ de l'environnement et dans le champ du climat, de prendre en compte ce qu'on a appelé cette justice. Euh, bon, bon, il y a plusieurs termes anglophones derrière cette justice, mais qui consistent à reconnaître que les personnes qui habitent le territoire aux identités et aux perceptions variées ont une place à prendre dans la configuration et dans l'aménagement des lieux. Et ces dispositifs d'aménagement sont souvent peu prêts à prendre en compte ces sensibilités, non pas simplement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons techniques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ces pratiques des aménageurs ne sont pas configurées pour laisser place à ces sensibilités. Bon, je vous propose de poser vos questions dans le chat et ou de prendre personnellement la parole. Oui, on vous a permis de réactiver le micro, donc n'hésitez pas à lever la main ou à poser directement vos questions directement dans le chat ou réactiver le micro et poser vos questions de but en blanc si vous avez des questions pour nos deux intervenants. Y a-t-il des questions? Oui, Guillaume. Ouais, bonjour. Bonjour. Merci pour vos deux présentations. Et sur le début des discussions, j'ai dû m'absenter, alors désolé. Ce qui m'a marqué dès le début, c'était cette notion de recherche-création. J'étais pas forcément très familier et j'entendais récemment, depuis récemment, pas mal de réflexions autour de recherche-action. Et donc, du coup, je me suis demandé comment pouvait s'inscrire vous, votre recherche, donc c'est valable pour les deux personnes, vis-à-vis de votre posture. Par rapport par rapport aux luttes. Donc là, c'est peut-être plutôt la deuxième partie ou par rapport à l'environnement dans lequel vous vous inscrivez, enfin votre lieu de vie pour le premier intervenant. Voilà, je ne sais pas si c'est clair comme question. Peut-être tu peux dire quelques mots sur la recherche-création et le cursus dont tu fais partie, qui est un cursus de recherche-création. Moi, ça? Oui, Oui, toi vous êtes... ça. Oui, d'accord. Donc, Ça. la recherche-création, évidemment, c'est comme on dirait en bon québécois, une drôle de bébite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui parfois rend sceptique à la fois les chercheurs puis à la fois les créateurs. Parce que quand on fait de la recherche, on fait de la création. Puis quand on fait de la création, on fait aussi de la recherche. Donc,
qu'est-ce qui fait en sorte qu'un artiste soudainement fait de la recherche-création et pas simplement de la création dans lequel il y a de la recherche à faire? Ou l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'un chercheur, finalement, parce que quand on cherche, il faut créer. La recherche-création, moi, je vais parler dans mon cas parce qu'il y a autant de définitions de la recherche-création que de chercheurs, créateurs, chercheuses, créatrices. C'est un processus qui est évidemment itératif. Donc, il y a la question de l'itération, c'est-à-dire il y a la recherche qui va venir nourrir la création, puis la création qui va venir nourrir la recherche. Donc, ce qui fait en sorte que les éléments qui sont créés sont rarement une finalité. Donc, dans mon cas, je parle à propos de mon expérience personnelle, la photographie, pour moi, c'est pas une fin en soi, mais un processus qui permet d'élucider des mystères ou des enquêtes ou des choses à trouver. Donc, la photographie peut parfois prendre fin dans certaines approches photographiques par le fait que la photographie est prise puis est exposée. Et pour moi, quand la photographie est prise, elle doit être mise en dialogue, elle doit être mise en espace. Puis cette mise en dialogue-là, cette mise en espace va amener des discussions sur un retour vers une nouvelle un processus créatif qui va venir être nourri par la recherche. Donc, dans mon cas, la recherche, ça se fait avec des enquêtes terrain, avec l'exploration sensible du lieu, en considérant la publicité, les éléments, les artefacts qui sont autant des éléments populaires, mais aussi des éléments de l'histoire de l'art, avec de la recherche qui vient être supportée, qui vient supporter la création à partir de soit des théories du paysage, des théories de l'urbanisme, de l'urbanité, etc. Donc, c'est comme une espèce d'engrenage euh, qui vient s'auto-nourrir, qui fait en sorte que le produit artistique est le fruit d'une démarche créatrice, puis la création est le fruit d'une recherche. Et peut-être tu peux intervenir sur ce sujet-là, un peu border recherche-action, recherche-création et voir ce que ça apporte. Donc, oui, donc la recherche appliquée à un territoire peut aussi donner lieu à des actions, donc, à des interventions, donc là plutôt avec les professionnels, ou qui va avoir des, des- des- des traductions concrètes dans un territoire donné, alors que la recherche-création, c'est vraiment travailler avec des artistes, donc de croiser, ben, comme l'a dit Alexandre, recherche et création artistique, en considérant que finalement l'approche artistique peut nourrir la recherche, notamment sur des questionnements de perception sensible, d'un regard singulier sur les lieux, et inversement, que la recherche peut nourrir le processus de création de questionnements nouveaux. Donc en fait, c'est vraiment ce croisement des questionnements qui me paraît intéressant et qui permet de soulever des questions nouvelles et des angles de projets nouveaux potentiellement aussi. euh, à travers, par exemple, de la création artistique. Donc ça peut prendre des formes extrêmement variées à travers des ateliers d'écriture, croisés avec des habitants si on doit travailler avec des habitants, la mise en place de ces dispositifs artistiques urbains qui sont entre de la recherche-action et de la recherche-création, puisqu'on était en partenariat avec des collectifs artistiques pour justement voir comment on pose la question de l'expérience des lieux et comment ça vient souligner finalement des notions comme les ambiances, le paysage, l'esthétique, et comment on peut nourrir la recherche de ces expérimentations. Enfin bon, voilà, c'est vraiment des approches itératives. Et je vous renvoie au travail que le Centre des politiques de la Terre a fait avec l'association Coal qui promeut les relations art et écologie. On a fait un gros travail de recherche-création à l'échelle européenne qui s'appelle Transformative Territories. Je vais mettre le lien en ligne et on a produit un guide méthodologique lié à l'intervention d'artistes dans les territoires et la manière dont on peut quand on intervient en tant qu'artiste dans un territoire, faire de la recherche-création. Je vous renvoie, c'est un gros travail. J'attends. Tu l'as déjà mis? Ouais. Oh, tu es plus rapide que moi. Euh, et donc voilà, c'est un peu recherche-action, c'est souvent avec des acteurs des territoires, et recherche-création, c'est soit l'artiste, soit le chercheur
mêle des méthodologies et des finalités, soit c'est une collaboration, un partenariat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'on a Merci. une question de William Adey que je vais lire, sauf s'il préfère la poser à l'oral pour une meilleure interaction. Euh, donc, merci pour cette présentation. Concernant la présentation sur Niagara Falls, j'entends que vous déconsidérez le tourisme à Niagara Falls. Pourtant, il me semble que ces photos créent beaucoup de bonheur. Par-delà nature et culture, comment envisager le processus de domestication de Niagara Falls comme merveille inspirante pour tous les citoyens et citoyennes du monde? Ou faudrait-il la réserver à un périmètre d'habitants autour d'elle? Si oui, combien de kilomètres? Euh, donc, question un peu sur... Ouais, ben, il y a le premier mot. Je déconsidère le tourisme. Je suis pas certain, je sais pas si c'est que je considère, j'aimerais ça avoir une précision sur la question de déconsidérer le tourisme. Je ne sais pas si William, vous voulez poser ou peut-être préciser Ou la poser à l'oral, parce votre que je question à voulais juste pas l'oral. méprendre le terme déconsidérer le tourisme. Oui, pour toi, c'est plus c'est ton objet d'étude finalement, Oui, donc c'est d'une ça. Fait que je certaine le manière. considère Ouais, comme étant très central, même. ouais, Le tourisme pour moi est. ne le portez pas dans votre cœur. Donc oui, c'était plutôt Ah! un aspect, on va dire. euh, En fait, je le porte pas dans mon cœur. C'est une question très complexe. Il y a eu. En fait, Qui vous travaille longtemps. non, mais c'est parce que on a cette fascination, les êtres humains, de décider que certains lieux ont une valeur extraordinaire au dépend de certains autres lieux. Puis là, je reprends encore l'exemple de Yosemite en Californie. Euh, quand la photographie est arrivée à Yosemite en Californie, il y a eu des photographes, dont Ansel Adams entre autres, mais qui ont magnifié cet endroit-là, ce qui a fait en sorte que c'était un des premiers lieux, le premier lieu qui a été protégé aux États-Unis. Accessoirement, dans le désert, à quelques centaines de kilomètres de là, on bombardait le désert pour faire des essais nucléaires parce qu'on considérait que le désert méritait, entre guillemets, de se faire bombarder alors qu'on protégeait Yosemite. Qu'est-ce qui fait que Niagara Falls est si extraordinaire? Est-ce qu'on devrait le préserver des touristes ou au contraire, on devrait permettre aux gens d'y accéder? C'est tout le temps une espèce de débat puis de combat j'appelle ça le phénomène de la Joconde, est-ce que la Joconde mérite qu'il y ait des millions de personnes qui se ruent sur elle à chaque année? La question n'est pas ça, c'est est-ce que c'est si important que ça d'aller voir la Joconde, est-ce que c'est si important d'aller à Niagara Falls? Puis on est dans une période de surtourisme mondialement, c'est la tendance, c'est le surtourisme et l'émulation. Euh, Est-ce que c'est mieux que ça soit circonscrit dans certains espaces ou au contraire, on est mieux d'ouvrir l'entièreté de la planète au tourisme? Euh, Dans les années 1860, il y a un mouvement qui s'appelait Free Niagara, mené notamment par l'architecte paysagiste Frederick Law Olmsted, l'architecte paysagiste de Central Park notamment. Puis cela a mené à la déconstruction de certaines usines puis de certaines infrastructures qui bloquaient les vues pour permettre aux gens d'en bénéficier. Niagara Falls, c'est quelque chose qui, entre guillemets, appartient à tout le monde. Donc, est-ce qu'on donne l'accès à plus de gens? Donc, on pose des questions, ça soulève des questions de base très difficiles sur la question, sur le surtourisme. Ouais, le pictural iconise presque nécessairement. Enfin, le fait de rien que circonscrire, cadrer, tu parles de la Joconde, Ouais. ça vient iconiser. Et en plus, si on rajoute tous les phénomènes culturels dont tu parles à côté, qui viennent rajouter des couches et des strates de célébration ou ouais, d'iconisation d'un endroit, c'est vrai que ça pose la question de comment on traite du coup, tous les endroits qui sont autour. Voilà, ça c'est un endroit qui n'est pas iconisé, donc qui peut être euh, bombardé, etc. Mais si ça ne tenait que de moi, je déconstruirais les infrastructures qu'il y a autour de Niagara Falls. Mm. Donc, je déconstruirais le centre-ville, les tours hôtelières, je mettrais ça à terre. Mm. Puis, j'essaierais de développer une espèce de modèle relationnel complètement différent de ce qui est en train de se faire. Mais là,
comme je le disais en début de présentation, on s'en va vers l'extrême opposé. Oui. Donc, le gouvernement conservateur en Ontario vise à construire des nouvelles infrastructures qui sont d'une violence inouïe dans l'environnement. Hmm. Oui, finalement, le problème, c'est pas tant l'iconisation que toute la mercantilisation qui va autour, la disneylandisation. Enfin, tu parlais d'attractions touristiques et Ouais. d'avoir sa photo sur fond vert. Je trouve ça assez drôle que on y est, sauf qu'on prend une photo sur fond vert qui ensuite est Mais ça a toujours rapistée été, par... ce qui est délicat avec Niagara Falls, c'est que ça a toujours été comme ça. Ouais. Depuis le 18e siècle, il y a les chutes, puis il y a des prestigitateurs, des freak shows qu'on appelle, là, des endroits où on va voir des crânes anciens. Les premiers musées, c'était des musées de curiosité. Il y a des gens qui passent les fameux Daredevil, qui passent les chutes en Barrie. Une des premières attractions touristiques qui a été faite, ça a été d'acheter un bateau, de mettre des animaux sauvages dedans, de foutre le feu puis de le lancer dans les chutes. Donc là, on a cette existence-là Oui. d'attractions parallèles aux chutes depuis des centaines d'années. Donc, il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien de Ouais, différent. bien sûr. Finalement, On- c'est parce que les parcs d'attractions qui ont été ben, tu niagariforisés sais, on que... parlait de mise en abîme, là, il y a une mise Ouais. en abîme mutuelle qui se construit à Niagara Falls, puis ça n'a jamais été autrement. Puis ça va jamais l'être autrement parce que c'est ça, Niagara Falls est comme un lieu qui est destiné à se rendre compte, c'est pour ça que j'appelle ça l'exacerbation de nos relations à nos environnements. C'est plus fort que nous. On a ce besoin-là de se mettre en scène puis de contrôler nos environnements au trans. On a encore une question de l'aigle. De la même manière, n'hésitez pas à la poser, enfin, à lever la main et à la poser directement à l'oral si c'est plus simple. Sinon, je la lis. Donc, pouvez-vous expliquer en quoi vos méthodes de recherche, action et création peuvent nourrir des approches de justice et révéler ces sujets de justice pour l'instant implicites à vos recherches? Oui, alors évidemment, c'est implicite à ces recherches, même si elles ne sont pas abordées frontalement. En fait, moi, je trouve intéressant aussi de, de partir des expériences pour donner à voir ce que ça révèle et les enjeux que ça souligne. Donc évidemment, le fait de se placer dans des recherches-actions en partenariat avec les territoires, donc là, en l'occurrence, si on prend l'île Saint-Denis, qui est un territoire du quotidien, d'un territoire habité, on est dans on a mené ces recherches aussi en informant, en se mettant en partenariat avec la mairie de Saint-Denis, pleine commune, la direction des affaires culturelles régionales, la DRAC, le ministère de la Culture, pour essayer d'avoir un écho aussi sur les résultats de ces recherches et comment ça vient interroger les politiques publiques. C'est pour ça aussi qu'à chaque fois, j'ai essayé de faire le lien dans cette présentation sur comment ça vient questionner les politiques publiques. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça fait émerger, et c'est peut-être cette mise en abîme aussi où la recherche peut avoir un rôle en venant questionner les habitants, en suscitant leur lien d'attachement, enfin, en les amenant à reconsidérer leur lien d'attachement, à intervenir aussi auprès de la collectivité ou des collectivités. Du coup, il y a aussi cette idée d'engagement des citoyens, donc de capacité à prendre des initiatives avec évidemment des personnes qui vont intervenir sur des micro-actions, comme je disais tout à l'heure, à travers des inventaires de la nature, des photographies de paysages qui comptent, qui vont être mises sur une plateforme en ligne. Enfin, ça peut être des choses extrêmement diversifiées, mais qui donnent à voir et qui donnent à dire finalement ce qui compte dans un territoire et qui peut susciter des engagements plus majeurs, comme par exemple le quartier en transition que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc je trouve que ces questions de justice, elles se posent finalement à partir des résultats de ces recherches. Je pourrais mentionner d'autres territoires, comme par exemple les territoires ruraux. On a mené une recherche avec Béatrice Mariol et Antoine Bresse sur les initiatives citoyennes de transition écologique en milieu rural et vis-à-vis avec les collectivités territoriales.
Donc on voyait que finalement les citoyens étaient très investis, enfin des citoyens, pas tous, mais des citoyens étaient très investis pour préserver leur milieu de vie, renouveler le rapport à des lieux d'attachement, des lieux qui comptent pour eux, euh, en s'engageant dans des initiatives de transition écologique et posait justement des questions assez similaires que celles d'habitants de l'île Saint-Denis en disant, mais finalement, on est des territoires du quotidien, des territoires oubliés, des territoires servants de la métropole, et on a la même chose en territoire rural, des territoires oubliés finalement, et qui oublient finalement qu'il y a aussi des gens qui vivent qui ont des sentiments forts d'appartenance à des territoires, qui ont envie d'en prendre soin, qui ont envie de les transformer, qui ont envie de perpétuer leur habitabilité, de renouveler la manière d'habiter pour permettre justement cette poursuite de l'habiter. Et donc, ça vient interpeller aussi les politiques publiques et poser de manière frontale la question de justice sociale et environnementale. Tu veux répondre à ça? Oui, rapidement. Pour moi, la photographie permet de visibiliser les réalités moins tangibles. Donc, il y a des milieux qui sont complexes. Par exemple, Niagara Falls, c'est un milieu très complexe, très chargé. La recherche sur ces milieux-là peut donner un rapport de recherche, mais pour moi, elle donne des photographies. Donc, mes photographies permettent de témoigner des tensions, des inégalités, des ambiguïtés, des problématiques. Puis c'est la recherche qui vient donner substance à mes photos pour qu'elles puissent, à leur tour, rendre visibles des éléments qui sont peut-être moins visibles sans cette recherche-là. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Écoutez, sinon je vais clore ce séminaire et vous remercier tous pour votre attention tout au long des interventions de nos collègues et de la discussion qui s'en est suivie. Je pense que ces enjeux de configuration de l'expérience est d'autant plus importante dans un monde qui brûle. Que nos expériences de l'environnement s'actualisent au fur et à mesure et qu'un enfant né aujourd'hui n'a pas la même expérience de la biodiversité qu'un enfant né en 1960 comme je l'ai été. Et que cette réactualisation contribue aussi à un effacement, c'est-à-dire que la norme environnementale qu'on va mesurer aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la norme environnementale des décennies auparavant. Et de fait, quand on parle de biodiversité aujourd'hui ou de restauration des milieux, on parle de restaurer un milieu comme il était il y a 20 ans et non pas comme il était il y a 40 ans. Donc il y a beaucoup d'amnésie. Et je pense que cette question de l'expérience, elle est d'autant plus centrale qu'elle oblige tout à chacun, finalement, à se poser la question de ce qui est éprouvé et au nom de quoi de telle façon à se faire sujet de cet environnement sur le plan politique. Merci beaucoup et à bientôt lors du prochain séminaire qui a lieu le 21 mai, et qui sera du coup une séance un peu spéciale, qui sera en même temps une clôture de ce cycle de séminaire, mais surtout l'ouverture du prochain cycle de séminaire, qui viendra explorer les interactions entre technologie et écologie, technologie au sens très large, en tant que l'ensemble des techniques, des systèmes de techniques, mais aussi des systèmes technologie. Donc ce sera une manière d'explorer les concepts de technosolutionnisme, de technocritique, et aussi déjà de démarrer une réflexion qui sera très largement approfondie en juin, lors de notre conférence européenne qui aura lieu du 2 au 5 juin à l'UNIL, en Suisse, à Lausanne, qu'on a passé une bonne partie de l'année à co-organiser avec donc l'UNIL et Future Earth. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous et à la et bonne journée. à la prochaine édition. Au revoir. Bonne Merci beaucoup.